Bonjour à tous. Alors, on entame avec cette vidéo le chapitre 18 de notre cours de l'année. Comme vous le voyez au-dessus de moi, il traite d'espace vectoriel, mais cette fois d'espace vectoriel de dimension finie. On y traitera de théorie de la dimension, de la notion de base, de les conséquences que ça a pour les sous-espaces vectoriels, puis les conséquences que ça a pour les applications linéaires. Alors, allons-y. Espace vectoriel de dimension finie, donc. Et premier point, dimension d'un espace vectoriel engendré par une famille finie. On prend E, le premier point du 1, qui a en une seule définition. On utilise E, un K espace vectoriel. Je vous rappelle que K désigne R, ou bien K désigne C. Au choix, il y aura des R espaces vectoriels ou des C espaces vectoriels de dimension finie. Pour l'instant, j'écris, on verra, il y a une convention qui permet de réintégrer ce cas, mais pour l'instant, je prends E, nombre réduit au vecteur nul. La définition, la voici. On dit que E est de dimension finie si et seulement si il existe une famille finie de vecteurs de E qui est génératrice de grand E, c'est-à-dire que il existe une famille finie qui engendre E par combinaison linéaire. Quelques exemples que nous avons vus. K exposant n, par exemple K exposant 3 est engendré par la famille de 3 vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors Kn de x, attention, le n est important là. Je vous rappelle que Kn de x est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Eh bien oui, cet espace possède une famille génératrice qui est constituée des vecteurs 1, x, x carré, jusqu'à x exposant n. Remarquez qu'il y en a n plus 1 de ce type de vecteurs. On a vu aussi les matrices, n lignes et p colonnes, qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire d'un nombre fini de matrices. Quelques contre-exemples en revanche. Bon, alors on a vu que K exposant n, là, ça c'est les n uplets. Si on prend K exposant grand N, c'est-à-dire l'ensemble des suites à coefficient d'encart, ça, il n'y a pas une famille finie de suites qui engendre toutes les autres. De même, K de x. K de x, ça c'est l'ensemble des polynômes à coefficient d'encart. On a vu l'une de ces bases, la famille 1, x, x carré, x cube, mais qui ne s'arrête pas. Alors, il n'y a pas de famille finie de polynômes qui engendre K de x. Ensuite, vous avez toutes les ensembles de fonctions du type de R dans R et tous les sous-espaces vectoriels qui sont là-dedans, assez classiques, là, les fonctions continues de R dans R, etc. par exemple. Ça, ce n'est pas un ensemble de dimensions finies, un espace vectoriel de dimension finie. Voilà. Bon, ben, on va, à partir de cette définition, bâtir la théorie de la dimension. Alors, ce qu'on appelle théorie de la dimension tient en fait en deux résultats essentiels. Tout espace vectoriel de dimension finie admet des bases, et d'autre part, toutes ces bases ont le même nombre d'éléments. Alors, on prend cette fois un K espace vectoriel de dimension finie. Proposition, alors, on a déjà vu la preuve, mais je l'énonce quand même. Si G1, G2 jusqu'à Gm est une famille génératrice de M, ou M de E, pardon, où M est dans n étoiles, c'est-à-dire s'il existe une famille qui engendre E composée de M vecteurs, alors les familles libres de E comportent ENT ou plus n vecteurs. Les familles libres ont une longueur inférieure ou égale à m. La preuve vient du lemme concluant le chapitre précédent. En effet, si on suppose qu'une famille V1, V2 jusqu'à Vp comporte strictement plus de m vecteurs, c'est-à-dire si P est strictement plus grand que m, le lemme nous dit qu'elle est liée. Donc, par un raisonnement par contraposition,
les familles libres ont un nombre de vecteurs inférieur ou égal à petit m. Alors ça, c'est vraiment l'argument de départ qui va nous permettre, je répète, d'avoir les deux propriétés importantes. Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base, et toutes les autres bases ont le même nombre d'éléments que celles que l'on vient de trouver. Alors, pour commencer, un rappel et un petit complément sur les familles libres et génératrices. J'appelle grand L égale V1 jusqu'à Vp une famille libre dans E. E est notre espace vectoriel de dimension finie, non réduit à 0. Je prends un vecteur x dans E et je me demande à quelles conditions la famille formée par L auquel on ajoute x, je l'ai appelé L', hop, V1, Vp, et hop, j'ajoute x, est encore libre dans E. Alors, on l'a vu, c'est le cas si et seulement si le vecteur ajouté n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par ceux déjà présents. Si et seulement si x n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par grand L. Une remarque, c'est vrai pour le dernier, mais c'est vrai pour n'importe lequel. Je veux dire que x, je l'ai inséré à la dernière place, j'aurais pu l'insérer n'importe où, puisque le caractère libre d'une famille ne dépend pas de la position des vecteurs de celle-ci. Un complément donc, hop, j'appelle grand G égale G1, G2 jusqu'à Gm une famille génératrice de grand E, qui contient au moins deux vecteurs. Une remarque, si on compare les deux, ici avec ce qu'on a vu, on a forcément P inférieur ou égal à M. Et je rappelle ce que ça veut dire génératrice de E, ça veut dire l'espace vectoriel engendré par G égale E. Alors là, c'est la question est différente. Je me demande, est-ce que je peux enlever le dernier vecteur de G pour qu'elle reste encore génératrice? Alors, la famille où j'ai enlevé le dernier vecteur, je l'ai appelée G'. G' égale G1 jusqu'à Gm-1. Alors, elle est encore génératrice de E si et seulement si le vecteur enlevé est combinaison et dans l'espace vectoriel engendré par ceux déjà présents, c'est-à-dire si Gm est dans l'espace vectoriel engendré par G'. Faisons une preuve rapide. Si G' est génératrice, alors bien sûr Gm, qui est un vecteur de E, est une combinaison linéaire des éléments de G', c'est-à-dire qui est dans l'espace vectoriel engendré par G'. Réciproquement, si Gm est dans l'espace vectoriel engendré par G', alors là il faut se convaincre que Gm est une combinaison linéaire de G1 jusqu'à Gm-1. Alors, à quoi va ressembler toute combinaison linéaire de G1, Gm-1, virgule Gm? Ça sera déjà une combinaison linéaire des M-1 premiers, plus alpha fois Gm. Mais Gm étant lui-même une combinaison linéaire de G1 jusqu'à Gm, ma combinaison linéaire sera finalement exprimée uniquement à l'aide de scalaire fois G1, plus scalaire fois G2, plus scalaire fois Gm-1. Vous pouvez vous en convaincre assez rapidement, je pense. Mais, regardez, si G' est génératrice, toute combinaison linéaire de G1, Gm est une combinaison linéaire, mais les combinaisons linéaires de G1 jusqu'à Gm, c'est tous les vecteurs de E. Donc c'est le cas de tout vecteur de grand E, qui donc est une combinaison linéaire de G1 jusqu'à Gm-1. On en déduit que, alors je ne l'écris pas si vous voulez, mais je vous le dis, alors E égale vect G'. Alors E égale vect G'. Voilà, je vais pouvoir énoncer le théorème de la base extraite. Alors, théorème dit de la base extraite. E est un K-espace vectoriel dimension finie. De toute famille génératrice de grand E, on peut extraire une base de grand E. Ça veut dire que si je prends par exemple G égale G1 jusqu'à Gm, une famille génératrice de grand E, alors on l'a vu
que ça existait parce que G est de dimension finie. L'idée, c'est que je vais pouvoir sélectionner certains vecteurs de G pour former une famille qui soit encore génératrice, mais libre cette fois. Et libre et génératrice, ça fera une base. Alors, une première étape, c'est de dire que là-dedans, il y a au moins un vecteur qui n'est pas nul. En effet, s'ils étaient tous nuls, E, qui est l'espace vectoriel engendré par G, serait réduit à 0. Ce n'est pas le cas, donc l'un des GK est non nul. Alors, comme tout à l'heure, on peut supposer, l'aspect générateur d'une famille ne dépend pas de la position des vecteurs. D'ailleurs, j'aurais pu le dire tout à l'heure, le fait qu'on puisse retirer celui-là, s'il est combinaison linéaire des précédents, marche pour tout le monde. On peut en retirer un s'il est combinaison linéaire des autres et la famille reste génératrice. Je reviens à ma preuve. L'un des GK est non nul, quitte à réorganiser les éléments de G, on peut supposer que c'est G1. G1 n'est pas nul. Alors, la famille formée du seul vecteur G1 est une famille libre. Vous savez qu'une famille qui contient un seul vecteur non nul est libre. Alors, l'idée est la suivante. On va considérer une famille libre que j'appelle bêta. Alors, une famille libre bêta formée de G1 et, si possible, de vecteurs formés de G1 et, si possible, d'autres vecteurs de G dont la longueur est maximale. Une famille qui est formée, on a supposé que G1 était non nul, de G1 et d'autres vecteurs petit g dont la longueur est maximale. Alors, est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible d'après le lemme initial, parce que toutes les familles libres contenant G1 et d'autres vecteurs de grand G ont une longueur inférieure ou égale à m. Donc, on peut considérer une qui a la longueur maximale. D'accord? Alors, la preuve se termine en montrant que cette famille-là, bêta, est une base de grand E. Alors, poursuivons notre preuve. On dispose d'une famille génératrice dont on a supposé le premier vecteur non nul, quitte à réorganiser ces vecteurs. Il s'appelle G1, mais pour donner le nom de bêta, je préfère l'appeler E1. Bon, c'est le même. J'appelle donc bêta égale E1 jusqu'à En, la famille libre qu'on a extraite tout à l'heure. Alors, je vous rappelle ce qui la caractérise, c'est que sa longueur, le n qui est là, c'est le max d'un ensemble que le poli appelle C. C'est pour cardinal. Moi, je préfère parler de longueur de famille, donc écrivons C et l'ensemble des longueurs des familles F, telles que G1 est une sous-famille de grand F, F est une sous-famille de grand G et F est libre. C'est ce qu'on avait expliqué en disant que grand F est la famille contenant G1 et peut-être d'autres vecteurs de G qui est libre et qui a une longueur maximale. Alors, par définition, je viens de vous dire, bêta est libre. Reste à voir qu'elle est génératrice. Génératrice de E, c'est sous-entendu. Alors, prenons un vecteur V à l'intérieur de grand G. V, c'est l'un des GK. Supposons un instant que V ne soit pas dans l'espace vectoriel engendré par bêta. Eh bien, déjà, bêta ne contient pas V. Si V est un vecteur de bêta, il est dans l'espace vectoriel engendré par bêta. Donc, ce n'est pas le cas. Bêta ne contient pas V. Et de plus, voir le rappel de tout à l'heure, si on ajoute V au vecteur de bêta, on obtient une famille bêta prime égale E1 jusqu'à En, où V n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par E1 jusqu'à En. Autrement dit, elle est encore libre. Mais ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on aurait alors cette famille-là, E1 égale G1 est l'une de ses sous-familles. Elle ne contient que des vecteurs de G, donc c'est une sous-famille de grand G, et elle est libre. La longueur de cette famille serait dans grand C. Or, la longueur de cette famille, c'est n plus 1. Et ça, c'est impossible.
c'est impossible vu la définition de petit n. Donc, le vecteur v que l'on a choisi, il appartient à l'espace vectoriel engendré par bêta. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a, quel que soit v appartenant à grand G, v appartient à l'espace vectoriel engendré par bêta. Mais qu'est-ce qu'on en déduit? Puisque G est génératrice, tout vecteur de E est une combinaison linéaire de vecteurs de G qui, à son tour, sont des combinaisons linéaires de vecteurs de bêta. Autrement dit, tout vecteur de E est une combinaison linéaire de vecteurs de bêta, ce qui s'écrit E égale vect bêta. Et c'est terminé. Bêta est bien une base. Alors, je vous rappelle comment on l'a obtenu. On a extrait d'une famille génératrice de grand E une sous-famille libre de longueur maximale. Alors, une conséquence immédiate de ce théorème de la base extraite, c'est qu'il existe au moins une base bêta de grand E. On l'a construit à partir d'une famille génératrice de grand E qui existe par définition, parce que grand E est de dimension finie. Alors, théorème dit de la dimension, très important, toutes les bases de grand E sont formées du même nombre de vecteurs. Le poly dit elles ont toutes le même cardinal, disons plutôt qu'elles ont toutes la même longueur. Alors, on fait la preuve comme souvent, en prenant deux des bases. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de B1 ? B1 est libre dans grand E, et B2 est génératrice de grand E. Alors, d'après le lemme initial, et là je vais utiliser une notation quasi informatique, là celle que j'ai mis dans la définition de l'ensemble OC, bêta 1 possède moins de vecteurs que bêta 2. La longueur de bêta 1 est plus petite que la longueur de bêta 2. Je vous rappelle notre lemme, les familles libres ont moins d'éléments que les familles génératrices. De même, là il suffit d'inverser, dire que bêta 2 est libre. Là je ne répète pas, dans E, et bêta 1 est génératrice. Je ne répète pas 2E, mais c'est sous-entendu. Donc, vous l'avez compris, la longueur de bêta 2 est plus petite que la longueur de bêta 1. Finalement, la longueur de bêta 1, c'est la longueur de bêta 2. Alors, voilà, théorème de la dimension. Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie sont formées du même nombre de vecteurs. C'est le n de tout à l'heure. Alors, par définition, ce n, cet entier n, va être la dimension de notre espace vectoriel. On peut donc énoncer la définition suivante. E plus point étant un K espace vectoriel. Maintenant, je mets EV. On verra quand on va gagner du temps. Pour espace vectoriel, deux dimensions finies, alors non réduit au vecteur nul, on dit que la dimension, il n'y en a qu'une de E, est le nombre de vecteurs formant toute base de grand E. Alors, la notation, c'est, on a comme ça, la dim de E égale n, où n est justement ce nombre de vecteurs là, formant une base de E. Alors, s'il y a une ambiguïté, on précise le corps de base en bas, comme ça. Dimension sur K de E égale n. Donnant un exemple, par exemple, vous savez que C est à la fois un R espace vectoriel et un C espace vectoriel.
Alors, en tant que R espace vectoriel, sa dimension est 2. Pourquoi? Parce qu'une des bases évidentes de C comme R espace vectoriel, c'est 1i. Tout complexe s'écrit comme combinaison linéaire à coefficients réels de 1 et de i. Et cette décomposition est unique, donc cette famille est à la fois libre et génératrice dans le R espace vectoriel C. Donc on écrira dimension sur R de C égale 2. Mais c'est aussi un C espace vectoriel. Mais dans ce cas-là, sa dimension est 1. Pourquoi? Parce que la famille qui contient simplement le complexe 1 est une base de celle-ci. Tout complexe est une combinaison linéaire, c'est-à-dire multiplication de 1 par un complexe. Tout complexe écrit 1 fois un complexe. Autrement dit, on écrira dimension sur C de C égale 1. Alors, vous voyez que pour l'instant, j'ai pris E non réduit à 0. On va donner une convention et donner quelques exemples de dimensions tout de suite. Alors, la convention, la voici. On réintègre les espaces vectoriels formés d'un seul vecteur nul, comme on dit que c'est un cas espace vectoriel. Mais dans ces cas-là, on dit que c'est de dimension 0. Donc, dim de l'espace vectoriel 0, c'est 0. Alors, je vous rappelle que c'est à peu près compatible avec le fait qu'on dise que le vide en est une base. Remarque, vide est une base. Ça aussi, c'est une convention. Est une base de l'espace vectoriel ne contenant que 0. Alors, quelques exemples de dimensions. Le point 1, 3. Vous vérifiez si j'ai bien mis le point 1, 2 au bon endroit. C'est-à-dire pour le théorème... avant de parler de théorème de la base extraite et de la dimension. Alors, quelques exemples de dimension. La dimension sur K de K exposant N, c'est N. La dimension, par exemple, sur C de C est 3. C'est 3. Bon, quand il n'y a pas d'ambiguïté, par exemple, pour Rn, comme Rn n'est pas un C espace vectoriel, mais seulement un R espace vectoriel, on n'écrit pas de R ici, on écrit dimension de R exposant N égale N. Alors, ça fait longtemps que l'on sait cela. Pourquoi? Parce que... Enfin, on sait cela. Qu'en tout cas, on a vu que toutes les bases qu'on a trouvées de R3 sont formées de 3 vecteurs. Toutes les bases qu'on a trouvées de R4 sont formées de 4 vecteurs. Une base de Rn est la base dite canonique, formée par un premier vecteur qu'on appelle E1, qui a comme composante 1 et que des 0, puis E2, 0, 1, que des 0, puis En, que des 0 et 1, 1. Ces n vecteurs forment une base de Rn. Et dans cette base, il y a n vecteurs. Donc, toutes les bases de Rn ont n vecteurs. Et dimension de Rn, c'est n. Hop. En particulier, la dimension de R comme R espace vectoriel, c'est 1. Là aussi, alors c'est comme tout à l'heure, ce que j'ai fait avec C comme C espace vectoriel. La famille formée de 1 tout seul est une base. Alors, on a vu aussi Kn de x comme espace vectoriel de dimension finie. Eh bien, réfléchissons. On a une base de Kn de x qui est formée de la base là encore dite canonique, 1, x carré jusqu'à x exposant n. Kn de x est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ils s'écrivent tous comme combinaison linéaire de 1, x carré jusqu'à x exposant n. De plus, cette famille est libre parce qu'elle est à degré étagé, donc c'est une base. Combien y a-t-il de vecteurs dedans? Attention, c'est un piège. Il y en a n plus 1. Pourquoi? Parce que le 1, c'est x exposant 0. Donc x exposant 0 à x exposant n, ça fait n plus 1 polynôme. Notamment, par exemple, quand il y a pas d'ambiguïté, on dit que Rn de x est de dimension n plus 1. Hop, comme ceci. Plus exotique peut-être, j'appelle EH l'équation différentielle
AY' plus BY, AY seconde, pardon, plus BY' plus CY égale la fonction nulle. On peut même mettre 0 de R dans R, hein, la fonction identiquement nulle dans R, où ABC est un triplet de réel avec A différent de 0. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 cas pour résoudre cette équation différentielle de degré 2 à coefficient constant, mais que dans tous les cas, les solutions sont combinaisons linéaires de 2 fonctions fixes. Autrement dit, la dimension de solde de EH, c'est 2. Attention, il y a 3 cas de base. Par exemple, quand ici le discriminant de l'équation caractéristique est strictement positif, une base c'est la fonction qui à t associe exponentielle R1t d'une part, et d'autre part la fonction qui à t associe exponentielle R2t, où R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique. Vous avez aussi, alors attention, c'est un deuxième cas, quand le discriminant est 0, la fonction qui a t associe exponentielle R0t, et d'autre part la fonction qui a t associe t fois exponentielle R0 de t. Et puis le troisième exemple, ici, je le mets là, c'est, vous pouvez évidemment le mettre en dessous, c'est quand le discriminant est négatif. Dans ces cas-là, la base est formée de la fonction qui a t associe exponentielle alpha t cosinus bêta t et point virgule, la deuxième fonction c'est t donne exponentielle alpha t sinus bêta t. Alors ça c'est la base. Dans la base de l'ensemble des solutions, alors dans les 3 cas, toutes les fonctions de solde de H sont combinaisons linéaires de ces deux-là. Je vous rappelle qu'on avait y de t égale lambda fois ça plus mu fois ça. Dans le premier cas, y de t égale lambda fois ça plus mu fois ça dans le deuxième cas, et y de t égale lambda fois ça plus mu fois ça dans le troisième cas. Voilà quelques exemples de dimensions particulières. Alors, étudions maintenant dans le point 4 les familles libres et génératrices en dimension finie. Quelque chose d'assez évident, si on prend un K espace vectoriel de dimension n, appartenant à n étoile, on ne prend pas la convention là, où E serait réduit à 0. Si grand L est une famille libre de E, alors elle comporte O plus n vecteurs. Avec la notation longueur, ça fait longueur de L inférieure ou égale à n. Faisons la preuve en même temps. On utilise une base bêta de grand E. Forcément, elle comporte n vecteurs, ce que j'ai noté, l'n de bêta égale n. Mais regardez, L est libre et bêta est génératrice, donc L comporte moins d'éléments que bêta. Donc l'NL plus petit que n. Maintenant, si G est une famille génératrice de grand E, elle comporte au moins n vecteurs, avec la notation longueur, l'n de G supérieur ou égal à n. Utilisons encore notre base bêta, là, dont la longueur est n. Bien sûr, elle était génératrice, mais elle est libre aussi. Donc regardez, G est une famille génératrice, bêta est une famille libre, donc G a plus de vecteurs comporte plus de vecteurs que bêta, d'où l'n de G supérieur ou égal à n. Donc, hop, j'ai fait la preuve en lisant, mais vous voyez qu'on utilise une base bêta de E qui a pour longueur n. Elle est à la fois génératrice, ce qui implique 1, et libre, ce qui implique 2. Alors, il y a bien d'autres propriétés de ces familles génératrices et libres, notamment celle qu'on va voir tout de suite, la possibilité pour une famille de la bonne taille, autrement dit
qui a exactement n vecteurs, là, n étant la dimension de E, d'être soit libre, soit génératrice. Une proposition concernant ce type de famille, donc, supposons que F est une famille V1, V2 jusqu'à Vn de n vecteurs de E, où n est justement la dimension de l'espace dans lequel on travaille. Exemple, 3 vecteurs dans R3, ou 4 polynômes dans R3 de X. Voilà, ça c'est un cas qui arrive souvent. Alors regardez la proposition, elle est là. F est une base de E si et seulement si F est libre, mais aussi si et seulement si F est génératrice. Vous constatez qu'ici, les conditions F est libre et F est génératrice, qui étaient ensemble nécessaires et suffisantes, sont chacune nécessaires et suffisantes. Autrement dit, quand on a une famille qui a le bon nombre de vecteurs, le bon nombre de vecteurs étant ici la dimension de E, pour montrer que c'est une base, il suffit au choix de montrer qu'elle est libre ou de montrer qu'elle est génératrice. On n'a plus à montrer qu'elle est les deux. Alors, faisons la preuve. Bon, les implications de gauche vers droite sont évidentes. Si F est une base, elle est libre et elle est génératrice. Essayons de revenir de droite vers gauche. On suppose d'abord que F est libre. Et on fait un raisonnement par l'absurde. Si F n'est pas génératrice, ça veut dire qu'il existe un vecteur x appartenant à E, tel que x n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par F. Mais alors, vous savez qu'on peut rajouter ce vecteur à F pour former une famille F1 qui serait V1, V2 jusqu'à Vn, avec ici un vecteur x que je vais rajouter serait encore libre. Mais ça, c'est pas possible. Avec n longueur de F1, regardez, égale n plus 1. Autrement dit, strictement plus grand que n. Et ça, c'est impossible. Donc, si F n'est pas génératrice, on a une contradiction, autrement dit, F est génératrice. Comme elle est libre et génératrice, c'est une base. Alors, supposons maintenant que F est génératrice. Et là encore, on fait un raisonnement par l'absurde. Si F n'est pas libre, il existe un des xk qui est combinaison linéaire. Attention, ici, là, je suis allé un peu vite. Qui est combinaison linéaire des autres. Il existe un des xk, il existe k appartenant à un n tel que xk est combinaison linéaire des autres. Bon, on peut... Des vk, pardon, j'ai écrit trop vite ma propriété ici, vj, donc vk appartient à vj. Quitte à permuter les... On peut supposer que... On peut supposer que c'est Vn. On peut supposer que, quitte à permuter, vous savez, ça, F, la place des vecteurs de F n'est pas importante. Donc appartient à vect V1 jusqu'à Vn-1. Mais alors, dans ce cas-là, la famille V1 jusqu'à Vn-1 est génératrice. C'est-à-dire F2 égale V1 jusqu'à Vn-1 est génératrice. Et len de F2 est strictement plus petit que n. Et ça, c'est impossible. Alors, eh bien, du coup, F est libre, comme on l'a supposé génératrice. Elle est à la fois libre et génératrice.
À chaque fois, on a utilisé un des lemmes, disons, ou des propositions vues en début de chapitre. Hein. Ici, on peut ajouter à une famille libre un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire de ceux déjà présents pour former une famille libre. Ici, on peut enlever un vecteur d'une famille génératrice combinaison linéaire des autres pour former une famille qui est encore génératrice. Je vous laisse écrire ça peut-être de façon en prenant un peu plus de place pour le faire. J'aurais dû garder plus de place sous la proposition. Donc, à retenir, une condition nécessaire et suffisante pour qu'une famille qui a comme longueur la dimension de l'espace dans lequel on travaille, une CNS, je le répète, est soit que F est libre, soit que F est génératrice. Alors, une remarque sur la propriété précédente. Ce qui est surtout à retenir, c'est les implications de droite vers gauche. C'est-à-dire que lorsque la dimension de E, c'est n, si L est une famille libre dans E et que sa longueur, que son nombre de vecteurs, c'est n, alors L est une base de E. D'autre part, si G est une famille génératrice de E qui a n vecteurs, si n de G égale n, donc une famille génératrice qui comporte n vecteurs, alors c'est une base. Alors, pour finir cette étude sur les familles libres et génératrices en dimension finie, donnons un théorème qui finalement symétrise celui de la base extraite. Celui de la base extraite, je vous le rappelle, c'est de toute famille génératrice de grand E, on peut extraire une base de E. L'idée de la base incomplète, c'est de toute famille libre de grand E, on peut la compléter pour former une base de E. Je m'explique. Théorème dit de la base incomplète, soit grand L égale V1, V2 jusqu'à Vp, une famille libre dans E où la dimension de E c'est n et P est strictement plus petit que n. Une remarque, si P égale n, on a une famille libre à n vecteurs, ce serait déjà une base. Alors, le théorème dit qu'on peut compléter L en ajoutant n-p vecteurs de E pour former une base de E. C'est-à-dire qu'il existe des vecteurs qu'on peut appeler U numéro P plus 1 jusqu'à U numéro N. Alors, ils appartiennent à quoi cela? Ils appartiennent, alors il y en a combien? Il y en a n-p, tel que la famille F égale V1, V2 jusqu'à Vp complété par U numéro P plus 1 jusqu'à U numéro N est une base. Donc ici, c'est tel que, je vais pas y... Hop. Alors, c'est ça le théorème de la base incomplète. On en fait la preuve tout de suite. La preuve du théorème de la base incomplète, donc, alors je vous rappelle que L est une famille libre qui est formée de moins de n vecteurs. La longueur est plus petite que n. Alors, elle n'est pas génératrice. Elle n'est pas génératrice puisque elle a moins de vecteurs. Je vous rappelle que les familles génératrices ont au moins n vecteurs, donc elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas génératrice, c'est qu'il existe un vecteur de E, je l'appelle U indice P plus 1. Vous avez compris pourquoi? Parce que je vise à compléter L par des vecteurs et que je veux que les indices se raccordent correctement. Donc je l'appelle U numéro P plus 1 tel que U P plus 1 n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par L. En effet, ne pas être génératrice, c'est ne pas avoir comme espace vectoriel engendré tout E. Il y a au moins un vecteur de E qui n'est pas dedans. Mais alors, on peut créer la famille L1 qui est V1, Vp où on ajoute U, P plus 1. Et d'après nos lemmes de début de cours, ceci est libre. Alors, si P plus 1 égale N,
Ben, on s'arrête. On s'arrête parce que L1 est une base. Pourquoi une base? Eh bien parce que libre a n éléments. Libre de longueur n. Et sinon, eh bien on réitère le raisonnement. On réitère le raisonnement. L1 n'est pas libre puisque P plus 1 est strictement plus petit que N. On peut donc lui ajouter un vecteur de E qui n'appartient pas à l'espace vectoriel de ceux qui sont déjà présents et qui est encore libre. Alors on fait ça jusqu'à ce que l'on obtienne une base. On fait donc, ou après n-p étapes, on obtient une famille que je vais appeler F égale L numéro n-p, qui est formée par les vecteurs qui étaient déjà dans L, c'est-à-dire V1 jusqu'à Vp, puis on a ajouté UP plus 1, puis on est allé comme ça jusqu'à UN, qui est libre et de longueur n, c'est une base. Hop. Et voilà, donc, eh bien, bon, vous voyez que je me suis un petit peu éloigné de l'ordre de présentation des propriétés qui avaient été choisies dans le polycopier. Enfin, elles sont toutes là, hein, d'accord? Elles sont toutes là dans un ordre peut-être un petit peu variant. Je conclus tout de suite sur 2 ou 3 rappels pour finir. Alors, en guise de conclusion, voici quelques rappels sur le cours d'aujourd'hui. Soit grand E, un K-espace vectoriel dit 2 dimensions finies, ce qui signifie engendré par une famille finie. Alors, E admet une base. Bon, en fait, une infinité de bases. Hein. Dès que vous avez une base sur un vecteur, vous pouvez multiplier l'un d'eux ou certains d'entre eux par des scalaires non nuls, ça reste des bases. Il y a une infinité de bases. Seulement, elles ont toutes le même nombre de vecteurs. Toutes les bases de E comportent le même nombre de vecteurs. Ce nombre est n égale dimension de E. Attention, il ne s'agit pas de les tester toutes pour déterminer n. Dès que vous avez une base qui a n vecteurs, vous pouvez dire que la dimension de n, c'est E. Alors, comment les obtenir, ces bases? Bien, soit par le théorème de la base extraite qu'on a utilisé d'abord, c'est-à-dire de toute famille génératrice de E, on peut extraire une base. Ou alors, bon, c'est assez symétrique, on aurait pu partir dans l'autre sens. On peut compléter toute famille libre dans grand E pour former une base. Toute famille libre, on peut alors ajouter les vecteurs au besoin 0 vecteur hein, dans grand E pour former une base. Ici, par exemple, si la famille génératrice a exactement n vecteurs, il n'y a rien à extraire. Et si la famille libre a exactement n vecteurs, il n'y a rien à compléter. Bon, mais néanmoins, ça vous donne une façon, si vous voulez, abstraite, certes. On l'utilise rarement dans les cas concrets, mais ça nous donne la façon abstraite de trouver des bases. On montre qu'elles ont toutes le même nombre de vecteurs, et ce nombre est n égale dimension de E.
Alors, les deux propriétés qu'il faut absolument connaître, c'est qu'une famille libre dans E comporte au plus n vecteurs. Sa longueur est inférieure ou égale à n. Et de plus, c'est une base si et seulement si elle comporte n vecteurs. Ce que le polycopier traduit à la fin en disant que les bases de E sont les familles libres de taille maximale. Les bases sont les familles libres de longueur maximale, disons. Ensuite, la dernière propriété, une famille génératrice de E comporte au moins n vecteurs. Sa longueur est supérieure ou égale à n. Et de plus, c'est une base si et seulement si elle comporte exactement n vecteurs. On peut dire que les familles génératrices, les bases sont les familles génératrices de longueur minimale. Donc les bases sont en fait les familles libres de longueur maximale, les familles génératrices de longueur minimale. Alors voilà qui achève ce cours. On se retrouve la prochaine fois pour voir les conséquences de ceci sur les sous-espaces vectoriels de grand E. À bientôt.